Unité et multitude. Au séparatisme et aux crimes terroristes contre Samuel Paty, le président français oppose l'unité nationale. Face au délire sécessionniste Trump, le nouveau président demande aux citoyens de rebâtir les États-Unis d'Amérique. L'avertissement de Rousseau dans le contrat social, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple et d'une brûlante actualité. Qu'est-ce qui fait l'unité d'une population et distingue une multitude diverse d'un peuple uni dans une nation? Écartelé entre des courants politiques qui se réclament tantôt d'une gauche radicale, tantôt d'une droite dure, l'usage du mot « peuple » pose problème. Pour les uns, le peuple désigne les populations exclues par le système. Pour les autres, les classes moyennes menacées par les changements économiques. Mais tous opposent le peuple aux élites dirigeantes. De gauche ou de droite, le populisme semble une idéologie politique fondée sur la division de la population et donc contraire à l'idée républicaine. Si elle ne peut plus se contenter d'être représentative, la démocratie effective peut-elle abandonner le principe d'une république unie par ses institutions? Et si le peuple peut agir contre la démocratie, comment peut-il s'unir pour, selon la formule de Spinoza, être conduit comme par une seule âme? La démocratie républicaine, le peuple et la multitude. Le terme classique de multitude revient à la mode, notamment chez Tony Negri, philosophe activiste et fondateur d'une revue politique intitulée Multitude. Est-ce une idée confuse faisant la part belle au populisme? Du latin multitudo, multitude dénote en général une grande quantité d'êtres ou d'objets considérés soit comme un ensemble ordonné, armée, essaim, légion, soit inversement comme un amas informe, nuée, tas. Pour les sociétés humaines, c'est le rassemblement d'un grand nombre de personnes, tantôt une foule, masse inorganisée, laos en grec, tantôt une troupe, armée, légion. En politique, le peuple est désigné de façon péjorative, populace, foule ignorante, bas peuple, le plébécula. Vulgus désigne le commun par opposition aux gens éduqués. Alors si les masses populaires gagnent leurs lettres de noblesse à la Révolution, à l'âge classique, multitude et peuple sont des mots en concurrence et peuple finit par s'imposer. Si la multitude fait peur aux monarchistes, les apôtres de la démocratie, Spinoza, plus tard Rousseau, s'en méfient également. Il faut repenser l'usage des mots à l'aune de l'idée démocratique et pour ce faire, revenir à la langue grecque qui distingue trois ordres d'habitants dans la cité. Démos, peuple au sens noble, ensemble des citoyens dans une démocratie, excluant étrangers, esclaves, pauvres et femmes. Ethnos, classe de même origine ethnique, l'appartenance à la nation par consanguinité. Laos, foule indifférenciée. Ainsi, dès qu'une masse humaine, force brute, chaotique ou mieux ordonnée semble menaçante, le terme de multitude prend un sens péjoratif. Seul le concept politique de peuple, démos, défini par des lois qui fixent les droits du citoyen, échappe à cette critique. Pour Platon et Aristote, la démocratie n'a droit de cité qu'à la condition de se démarquer de l'anarchie. Alors la multitude, notion problématique ou emblématique pour la démocratie. Il s'agit de savoir si le principe premier d'un État démocratique est la spontanéité et la souveraineté populaire, démocratie directe exercée par la multitude, ou si c'est l'adhésion des citoyens aux lois de la République, démocratie représentative dans l'unité de la République une et indivisible. Selon Spinoza, le droit naturel de chaque homme n'est que sa puissance d'agir. Aucune transcendance, providence, raison universelle ne guide les hommes dont la plupart n'obéissent qu'à leur passion. Voilà pourquoi Negri trouve dans le traité politique de Spinoza le fondement spécifique et immédiat de l'idée de démocratie et voit dans le concept de multitudo l'universalité humaine. Mais comment les individus vivant sous l'empire de leur passion peuvent-ils faire société et s'entendre pour agir en vue d'un bien commun, la paix et la sûreté? Comment une population livrée à elle-même pourrait-elle spontanément trouver un modus vivendi? Pour Spinoza, il est impossible que la multitude soit conduite comme par une seule âme, comme il est requis dans un État, si elle ne possède pas les règles de droit instituées selon le principe de la raison. Ce passage du traité politique ne glorifie pas la spontanéité de la multitude. Comment Negri en arrive-t-il alors à confondre la puissance du peuple et celle d'une multitude, affirmant que c'est la thèse spinoziste, sinon en considérant que le traité politique parvient à la définition de la liberté comme liberté constitutive et à la définition de cette liberté comme puissance de tous les sujets, excluant toute possibilité d'aliénation du droit naturel.
La pensée du traité politique se définit ainsi comme pensée démocratique achevée. En effet, Spinoza se démarque de Hobbes sur ce point dans une lettre. « Voici, comme tu me le demandes, quelle est la différence entre Hobbes et moi en politique. Pour ma part, je maintiens toujours le droit naturel dans son intégrité et je soutiens que dans toute cité, le souverain suprême ne possède pas plus de droits sur un sujet qu'à la mesure du pouvoir par lequel il l'emporte sur lui. » Negri exhibe des analyses spinoziennes l'idée que le pouvoir politique constitué n'a de puissance réelle qu'autant qu'il est consenti par la multitude. En effet, dès que le pouvoir est désavoué massivement, il perd toute autorité. Le récent épisode des Gilets jaunes en France serait-il une illustration de cette thèse, comme certains l'ont cru? Negri. Les limites du pouvoir ne dérivent pas de valeurs étrangères à la puissance, et surtout pas d'un certain droit divin. Elles dérivent d'un processus continué de légitimation émanant de la multitudo. Souveraineté et pouvoir sont aplatis sur la multitude et sur les processus de constitution de l'État. À partir des individus, souveraineté et pouvoir vont jusqu'à la puissance de la multitude organisée. Alors, autant de droits que de puissance, Negri oppose cette équation au contractualisme de Hobbes et de Rousseau. Subordonnant le pouvoir politique à la puissance sociale de la multitude, Spinoza constituerait une anomalie sauvage dans la théorie politique classique, interprétation que Negri prétend valider de cette façon. On commence à voir les nouvelles formes, les énergies subjectives singulières commencent à prendre en main leur destin. La constitution politique n'intervient plus de l'extérieur, mais est produite par l'intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler la production de soi comme corps collectif multitudinaire. Pour adapter le marxisme aux conditions du monde globalisé, Negri construit un Spinoza spontanéiste, justifiant ainsi son combat politique contre les démocraties libérales qui ouvrent à l'empire néocapitaliste. Ce que seul pourra vaincre, selon lui, la résistance de la multitude par toutes sortes de luttes. En ce sens, la notion de multitude est emblématique de l'appel à la démocratie directe. Le spinozisme anti-spéculatif et activiste de Negri permet-il de mieux saisir la portée du mouvement des Gilets jaunes? Moi non, et la gauche radicale ne s'en est pas beaucoup inspirée. Alors, du populisme de gauche théorisé au nationalisme, le vent de l'histoire souffle à contre-courant de l'idéal révolutionnaire. Les peuples en proie au ressentiment manquent d'unité forte, ce qu'essaie de prendre en compte en s'inspirant des idées de Chantal Mouffe, les tenants du populisme de gauche. Très critique envers Negri, ce discours affirme que le moment populiste de l'histoire appelle une réponse à la désaffection des populations envers les formes politiques classiques. Cette période de défiance extrême envers la chose politique exigerait de construire une frontière entre l'oligarchie des élites et le peuple. La démocratie est en échec, car l'espoir illusoire d'une société consensuelle où les libertés pourraient converger doit s'effacer. Admettons enfin qu'il n'y a pas de démocratie sans conflit. Mais si la société est agonistique, qu'est-ce qui différencie un populisme de gauche d'un populisme de droite? Je cite Mouffe. La plupart des demandes exprimées par les partis populistes de droite sont des demandes démocratiques auxquelles devrait être apportée une réponse progressiste. Quand le perdant de la mondialisation n'est plus que haine envers les autres victimes. La révolution au nom du peuple est impossible, quoi qu'on dise la petite clique qui met toujours en avant le pouvoir du peuple. Donc pas de révolution, mais comment faire vivre le débat agonistique? Radicaliser la démocratie, est-ce possible avec les institutions légitimes d'une démocratie représentative? La question de l'État, l'enjeu des luttes politiques et le rôle des contre-pouvoirs sont repensés alors selon Gramsci. Le peuple comme catégorie politique à construire, l'État intégral comme technostructure de la société civile. Mais qui est habilité à construire le peuple comme sujet politique? Unifier tous les maillons d'une chaîne de revendications, sauf si l'une de ces revendications entre en contradiction avec les autres maillons de la chaîne, car, dit Mouffe, une demande déterminée qui était peut-être à l'origine une demande parmi d'autres acquiert à un certain moment une importance inattendue et devient le nom de quelque chose qui l'excède. Le mouvement des Gilets jaunes pouvait-il être l'amorce de cette chaîne? Un facteur commun cristallisait-il le principe d'identité de toutes les demandes? Si cela avait été le cas, une expression symbolique positive serait devenue possible. Certes, le mouvement s'est forgé sur la division en deux camps, eux, l'oligarchie, nous, le peuple. Mais aucune unité n'a émergé des revendications éparses. Comment une demande spécifique peut-elle devenir universelle? La cristallisation peut-elle transformer un mouvement incoatif en projet politique? Ou comment faire un avec du multiple? En faisant du démos une dimension essentielle pour qualifier la logique politique adaptée à la situation, ce populisme peut-il échapper à sa récupération par des idéologies fascisantes?
Le populisme n'est-il pas l'expression populaire d'une défiance totale envers la démocratie? En appeler au peuple contre les élites, n'est-ce pas apporter de l'eau au moulin des contempteurs de la démocratie constituée sur la citoyenneté? Le grand brassage des populations, avec les migrations induites par la mondialisation, a eu pour conséquence la perte des illusions d'une société ouverte, capable d'intégrer les nouveaux venus. C'est ce que montre Yascha Mounk dans « Le peuple contre la démocratie », je le cite. Mais la noble expérience de la démocratie multiculturelle ne peut réussir que si tous ses membres parviennent à mettre l'accent sur ce qui les unit davantage que sur ce qui les sépare. Ces dernières années, une impatience moralisatrice face à la réalité toujours vivace de l'injustice a poussé certains à dénoncer ce qu'ils percevaient comme hypocrisie des principes de la démocratie libérale, voire à prétendre faire des droits collectifs le ciment de la société. Qu'est-ce qui fait le ciment d'une société? Un amas de populations hétérogènes peut-il devenir un peuple? C'est là que le bât blesse et fournit les arguments aux nationalistes et chantres de l'unité nationale fondée sur l'homogénéité ethnique ou historico-linguistique. Les sociétés contemporaines peinent à faire advenir par des récits salvateurs l'unité mythique dans l'imaginaire populaire aujourd'hui en berne. L'époque est morose, les sociétés fractionnées laissent des pans entiers de la population dans la désolation en proie au ressentiment qui fait le lit du fascisme. La peste émotionnelle dont parle Wilhelm Reich émane de la multitude, quand elle remâche de vieux traumatismes, quand le sentiment victimaire se focalise contre le système. Loin que la multitude soit garante des libertés, cette masse d'individus déboussolés, ne se reconnaissant plus dans les institutions, oscille entre anarchie et désir d'un chef charismatique prête pour la servitude volontaire. Comment le populisme fait-il alors le lit du nationalisme autoritaire? Qu'est-ce qu'une nation? D'une part, c'est la nation révolutionnaire, patrie juridique dissociée de toute appartenance culturelle, fondée sur une identité de droit, édifice construit à partir d'un lien contractuel plutôt que corps d'appartenance. On ne naît pas français, on le devient par acte d'adhésion à la communauté démocratique. La nationalité se résorbe dans la citoyenneté. Toutefois, une notion qui ne s'incarne pas dans la réalité risque de rester une idée. Sans passé, une nation est vouée à l'échec. Et d'autre part, la nation romantique, qui émane d'une entité géographique, historique et culturelle. On appelle peuple, alors, des hommes dont la voix subit les mêmes influences extérieures, qui vivent ensemble et cultivent leur langue. Avec la mondialisation de l'économie, un nouvel essor du cosmopolitisme poussait certains à prédire la disparition des États-nations. On assiste désormais à un retour en force du sentiment national. Construction révolutionnaire contre la collusion des cours européennes indifférentes au sort de leur peuple, l'idée de nation fut peu à peu récupérée par la réaction contre les Lumières et la Révolution. De l'origine des peuples, les romantiques firent un récit mythique. Les légendes germaniques, forme fantasmée de la nation, unité close, supérieure des autres cultures. Le concept philosophique d'une unité substantielle du peuple est l'axe des discours à la nation allemande de Fichte, posant l'identité nationale en résistance au cosmopolitisme abstrait des Lumières. Ces discours enflammés sur la nature exceptionnelle du peuple allemand, uni par sa langue, pouvant devenir un modèle universel, devinrent un hymne au nationalisme agressif. Bien qu'il ne fit pas de la supériorité germanique une question raciale, mais linguistique, le péché intellectuel de Fichte fut d'essentialiser l'idée de peuple, base du pangermanisme dont les conséquences historiques seraient catastrophiques. Un pas de plus fut franchi par le nationalisme fondé sur les théories de l'inégalité raciale. Le slogan « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », l'unité proclamée du peuple appelé à dominer les autres, repose sur une idée obscure et confuse de la race et de l'élection. Dépossédés de leur territoire, les Hébreux s'imaginèrent être le peuple choisi par Dieu, gardant ainsi leur identité. Ce peuple dispersé dans les diasporas du monde, se désignant d'ailleurs lui-même comme la nation. Pour Spinoza, cette croyance entraîna l'isolement des Juifs, provoqua la haine à leur encontre. Mais les Hébreux cherchaient à maintenir leur singularité en se séparant des autres, tandis que les chefs politiques expansionnistes sécularisèrent l'idée de peuple élu pour mener des guerres de conquête. Le Troisième Reich poussa jusqu'à l'ignominie cette doctrine raciste. Le slogan identitaire, symbolisé par un chef suprême, suppose l'unité génétique d'une population homogène destinée à bâtir un empire. Triste destin d'une multitude mue par le ressentiment. Comment y échapper? Un peuple multitude peut-il devenir ce peuple? C'est-à-dire un corps politique conduit comme par une seule âme. L'unité construite par les institutions remonte-t-elle à une première convention? Ce sont les thèses contractualistes, Hobbes et Rousseau. Partant de l'étude des hommes pour connaître la meilleure façon de les gouverner, la philosophie politique moderne analyse leur aptitude en tant qu'être raisonnable à se gouverner eux-mêmes.
L'histoire enseigne qu'il n'en est rien. Livrés à eux-mêmes, les hommes sont d'abord soumis à leurs passions et assemblés en masse. Leurs comportements peuvent virer à la folie. Spinoza vit le lynchage du chef républicain par une foule furieuse. Hobbes vit les révolutionnaires puritains exécuter le roi. Et je ne parle pas de l'invasion du Capitole récemment. Et Hobbes prévient dans le Léviathan des égarements de la foule furieuse. Je le cite. Bien que l'effet de la folie de ceux qui ont la conviction d'être inspirés ne soit pas toujours perceptible chez un seul, sous la forme d'une action délirante provenant de cette passion, en revanche, quand plusieurs se regroupent, la rage de toute la multitude est suffisamment visible. Il en conclut la nature d'un contrat par lequel la souveraineté émanant du peuple sera transférée à un souverain absolu, monarchique de préférence. Bien qu'il se présente comme l'antidote à Hobbes, Rousseau lui doit beaucoup dans sa conception du contrat social. En effet, le modèle reste fondamentalement le même, celui d'un acte juridique abstrait dans lequel le peuple, comme somme des individus contractants pour ainsi dire avec lui-même, transfère son droit naturel sur toute chose à un pouvoir politique absolu, exprimant la volonté générale par des lois justes. Et Rousseau est si peu convaincu de la possibilité réelle d'instituer un tel régime de démocratie populaire directe, quand tout le peuple statue sur tout le peuple, qu'il le limite à des petits territoires. Au réalisme hobbésien, Rousseau n'oppose que l'utopie d'une démocratie populaire. Alors que dans son traité politique, Spinoza voit la démocratie comme le régime le plus naturel, le meilleur pour un peuple souverain, il commence par invalider les utopies politiques. Le rêve d'une démocratie participative directe s'efface. Mais la souveraineté, légitimement le pouvoir politique, émane bien du peuple et non d'une volonté divine transcendante. Jamais dans ses œuvres, Spinoza n'emploie le terme multitudo, mais populus pour désigner la démocratie. Multitudo est souvent associé à plebs, vulgus, en opposition aux gouvernants. Il n'a aucune confiance dans le mouvement spontané des masses, puisque, dit-il, nul moyen de gouverner n'est plus utile que la superstition. Et quand on connaît un peu l'histoire, on sait à quel point les démocrates peuvent désespérer des peuples si prompts à suivre les démagogues. Qui même a éprouvé la complexion si inconstante de la masse est près de désespérer d'elle? Non la raison, en effet, mais seules les affections de l'âme les gouvernent. Si les hommes combattent pour leur servitude comme pour leur salut, comment envisager un régime vraiment démocratique dans lequel les citoyens agissent en accord avec les lois, conformément aux exigences d'une raison commune? Ne supportant pas d'être dominés, ils peuvent l'être à leur insu quand leur esprit captif d'une idéologie tombe dans la servitude. La récente expérience du Trumpisme, finalement battue en brèche par un sursaut de lucidité, montre que des institutions bien conçues et solides permettent d'éviter le pire, c'est-à-dire un régime corrompu, danger essentiel pour l'État, danger qui vient toujours de l'intérieur. Dans un État de cette sorte, c'est la furieuse passion populaire qui commande. Pour Hobbes, la multitude, c'est un peuple décomposé en autant d'individus et c'est pourquoi l'État est unifié contre la multitude par le contrat qui est passé avec chaque citoyen renonçant absolument à exercer son droit naturel. Plus éloigné de Hobbes qu'il n'y paraît, Spinoza raisonne à partir des situations concrètes dans lesquelles se sont constitués des États-nations. Par exemple, les Provinces-Unies. Les hommes ne naissent pas citoyens, il appartient aux autorités politiques de leur permettre de le devenir en inventant des institutions souples adaptées à cette population. Il faut constituer l'unité de l'État à partir de conditions matérielles favorables à l'obéissance consentie aux lois de la République. Vœu pieux, le rapport entre masse populaire et État n'est-il pas toujours contradictoire puisque la multitude est par nature redoutable aux détenteurs du pouvoir? Tous les régimes politiques, c'est la conclusion, sont menacés par la multitude rebelle à l'obéissance et seuls des remèdes démocratiques réduisent les tensions. Les régimes autoritaires sont des remèdes pires que le mal. Un régime démocratique, peuple souverain actif, peut trouver un équilibre, fût-il précaire, entre une tendance passionnelle à l'agitation sociale, qui interdit de gouverner le pays, comme aujourd'hui dans les démocraties libérales, et les intérêts bien tempérés. Mais comment? Car ce qui fait la différence entre un État bien gouverné et un autre en proie aux crises politiques, ce n'est pas la vertu de son peuple, c'est la qualité de ses institutions. Les séditions, les guerres, le mépris, la violation des lois doivent être imputés, dit Spinoza, non tant à la méchanceté des sujets qu'au régime vicieux de l'État. Les hommes ne naissent pas citoyens mais le deviennent, et donc par conséquent, ce sont les institutions qui feront la différence. Mais qu'est-ce que le droit absolu d'une cité, sinon l'adhésion de presque tous les citoyens, convaincus au fond d'eux-mêmes de la validité de leurs institutions? Ce qu'exprime cette étrange expression, conduit comme par une seule âme, dont on trouve une dizaine d'occurrences dans ce traité politique. Si l'État est une sorte de corps, le corps social, il doit avoir une âme, c'est-à-dire une forme spirituelle qui exprime son unité et son essence. C'est le cas lorsque les hommes ont des règles de droit communes et sont conduits comme par une seule âme.
L'unité dépend donc de la convergence des passions des citoyens, qui ne sont plus omnubilés par leurs droits naturels séparés de celui des autres, mais qui ont compris l'intérêt commun exprimé dans les institutions. Comment arriver à cette unité sans postuler une volonté générale native? Spinoza admet qu'il faut savoir entrelacer intérêts et passions divers afin que chacun s'imagine défendre les siens propres tout en s'inscrivant dans un mouvement collectif. Si les hommes sont dirigés en croyant ne pas l'être, quelle différence avec une dictature? Ce sont des institutions qui ouvrent à tous les citoyens le droit de s'exprimer pour légiférer et qui sont le garant d'une intelligence collective excluant les délires. Toutes les sociétés modernes, organisées en États-nations, doivent réaliser un fragile équilibre entre les tendances anarchiques des multitudes qui composent la société et la nécessité de les unir sous une même autorité politique. Faire d'un peuple, le peuple uni sous les mêmes institutions, serait-ce conduire en douceur, avec leur consentement éclairé, vers un bien commun des hommes aux intérêts et aux passions contraires?